Voilà, mesdames, messieurs, le programme vous a été annoncé. Il s'agit de parcourir l'actualité fiscale de l'année passée. Voilà, pour fixer les limites temporelles. Alors, il y a évidemment la loi de finances. La loi de finances pour 2023, puis les deux lois de finances rectificatives de 2022. Alors, on vous a dit, la pression fiscale ne va pas s'alourdir parce que les tranches de l'impôt sur le revenu ont été revalorisées du montant de l'inflation, de 5,4%, ce qui colle à peu près à l'inflation. Donc, vivez en paix, vous n'aurez pas d'augmentation d'impôt sur le revenu l'année prochaine. Alors, c'est vrai. C'est vrai, mais pas totalement d'abord. Parce qu'on a aussi majoré certaines petites taxes. Voilà. Celles dont Pompidou disait qu'il ne fallait pas embêter les Français avec, mais il ne s'exprimait pas tout à fait comme cela d'ailleurs. Vous avez toute une série de taxes, n'est-ce pas? Je vais vous les énumérer très rapidement, qui sont majorées. Alors, vous avez la taxe de la redevance d'archéologie préventive, voilà, plus 5%. Vous avez la labellisation, exonération des taux annuels sur les engins maritimes de plaisance des bateaux d'intérêt patrimonial. Là aussi, vous avez une taxe supplémentaire. Vous avez les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice. Par exemple, c'est l'accise sur les énergies. Vous avez aussi également la revalorisation des bases de la taxe foncière. Et on nous promet quelques souffrances à la fin de l'année 2023 à raison de cette revalorisation des bases de la taxe foncière. Donc, si vous voulez dire que la fiscalité s'est stabilisée en 2020, sera stabilisée en 2023, est un peu abusif. Alors, parmi les bonnes nouvelles, il y a, vous le savez, la fraction de l'impôt sur les sociétés qui fait l'objet d'une taxation réduite à 15%. Alors jusqu'à présent, c'était la taxation à 15% s'appliquait aux 38 120 premiers euros de bénéfices. Cela a été porté à 42 500 euros. Alors, vous faites une économie d'IS de 438 euros. Alors, nous n'allons pas faire une minute de silence pour saluer cet avantage introduit par la loi de finances. Bon, voilà, si vous voulez, la petite nouvelle qu'on nous prie d'accueillir. Alors, j'ai parlé de la revalorisation des tranches de l'impôt sur le revenu, mais aussi de certains impôts. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que vous avez beaucoup d'impôts qui n'ont pas été revalorisés. Je prends quelques exemples. L'abattement en ligne directe en matière de donation et de succession. Vous savez, entre parents et enfants, c'est 100 000 euros par parent et par enfant. Bien, cet abattement n'a jamais été revalorisé. C'est toujours 100 000 euros. Le deuxième exemple, en matière de les tranches également de la taxation de l'impôt de succession. Pas de revalorisation. Les tranches de l'IFI, pas de revalorisation. Les exonérations en matière d'assurance vie, vous savez, les 150 et quelques mille, pas de revalorisation. Ce qui fait que mécaniquement, avec l'inflation, l'impôt s'alourdit. En matière de droit d'enregistrement, en matière d'IFI, et encore que M. Marty nous a dit que ça pourrait baisser l'immobilier hier, mais ce n'est pas sûr, il ne nous l'a pas garanti, donc vous l'apercevez, l'IFI s'aggrave. Et il en va de même de l'assurance vie. Alors, voilà, si vous voulez, sur le plan législatif, vous savez, l'actualité est donc pauvre.
nous avons des modifications de la doctrine administrative et qui vous concernent directement. Et ça, ce sont des questions importantes. Comment taxe-t-on les praticiens qui exercent leur activité dans des sociétés d'exercice libéral? Alors, le Conseil d'État a rendu, il n'y a pas très longtemps, quelques années, deux arrêts pour dire que les rémunérations perçues par les praticiens libéraux dans le cadre des SEL seraient taxées au titre des bénéfices non commerciaux. Ou plus exactement, ce que disait le Conseil d'État, c'est que les rémunérations qu'ils percevaient avaient la nature de BNC, ce qui est un peu différent. Et puis, évidemment, ces professionnels libéraux, en qualité de gérants d'une SARL, ou bien en qualité de président ou de directeur général d'une SEL, percevaient des rémunérations. Pour les gérants de SARL, gérants majoritaires, ce sont les rémunérations dites de l'article 62, c'est un salaire qui est déductible, mais le professionnel bénéficie du régime social des travailleurs non salariés. Et puis vous avez le président d'une société par action simplifiée, eh bien lui, il perçoit un salaire, il est taxé selon le droit commun et il est aussi assujetti aux cotisations sociales de droit commun. Voilà, c'était la situation. La situation après les arrêts du Conseil d'État. L'administration fiscale avait des analyses différentes, faisait de la résistance aux solutions du Conseil d'État. Alors, on ne va pas refaire tout l'historique, je vais vous donner la situation actuelle, telle qu'elle résulte de la modification de la doctrine fiscale. Il y a 2 points. Premier point, les dirigeants des SEL, qu'il s'agisse de CELAR ou qu'il s'agisse de sociétés par action simplifiée, les dirigeants qui perçoivent une rémunération eh bien, seront taxés comme par le passé pour cette rémunération-là. Aucun problème. C'est-à-dire pour ce qui est le cas de la plupart d'entre vous, pour les gérants de SARL, eh bien, le gérant de SARL sera taxé pour sa rémunération au titre de l'article 62 du Code général des impôts et relèvera de la catégorie des TNS comme aujourd'hui. Sur ce point, rien de changé. Pour le reste, parce que la rémunération des gérants ou du président n'absorbe pas tous les résultats de la société, n'est-ce pas? Pour le reste, et c'est là qu'il y a une innovation. L'administration fiscale, calquant sa position sur ce qu'elle estimait être celle du Conseil d'État, l'administration fiscale nous dit, pour le reste, les rémunérations perçues par les professionnels libéraux exerçant dans les SEL seront taxées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Alors ici, il y a une incertitude dont on attend qu'elle soit levée par l'administration fiscale, ce qui ne signifie pas, attention, qu'il faille claquer les talons devant l'administration fiscale. Ce sera une indication que l'administration fiscale pourra nous donner, mais qu'il faudra accueillir avec suspicion. Parce que le professionnel libéral, il exerce sa profession en qualité d'associé, n'est-ce pas? Il exerce sa profession en qualité d'associé. Les recettes qu'il dégage, ce sont des recettes de la société liées à son activité d'associé, n'est-ce pas? Alors, voilà ça la première difficulté, et ça c'est une difficulté majeure. Alors évidemment, quand nous connaîtrons les BNC, eh bien, le professionnel libéral fera 2 déclarations.
une déclaration au titre de ses revenus salariaux rémunérant ses fonctions de gérant ou de président, et puis il fera une déclaration de BNC. Voilà. Il y aura une double déclaration. Ça fait partie de ce qu'on appelle la simplification de l'activité économique. Alors ça, c'est la réforme tout à fait importante. Voilà, si vous voulez, le schéma. Peut-être M. Leclerc souhaiterait apporter quelques compléments à notre propos. Alors, juste pour compléter ce que vous avez évoqué à l'instant. En fait, cette modification de la doctrine est sortie le 15 décembre, initialement, pour une application au 1er janvier. Mais on vous donne le texte en l'état et après débrouillez-vous. Donc devant le lever de bouclier, l'administration fiscale, le 5 janvier 2023, a ressorti une nouvelle modification en donnant un délai supplémentaire d'application. Et aujourd'hui, on a la possibilité de déroger à ces règles jusqu'au 1er janvier 2024. Donc ça nous laisse tout 2023 pour y réfléchir et puis espérer avoir des compléments d'information. Ça peut avoir potentiellement des conséquences importantes, y compris sur la qualification entre BNC et salaire. Article 62, parce que quand on est en CELARL, la rémunération que l'on prend, qui n'est pas un salaire en soi, parce qu'on n'est pas salarié de sa propre société, mais c'est taxé aujourd'hui de la même façon qu'un salaire. L'article 62 nous permet de bénéficier d'un abattement de 10% sur ce que l'on déclare, comme lorsqu'on est salarié. Et cet abattement, il est plafonné à 13 000 €. Donc c'est-à-dire que la rémunération jusqu'à 130 000 € bénéficie d'un abattement de 10%. Sauf que quand on est en BNC, on a 0 abattement. Donc il y a aussi, je pense, une certaine vision de l'administration fiscale derrière pour permettre que la totalité soit imposée et non pas 90% uniquement du revenu encaissé. L'autre précision qu'ils nous ont indiqué, c'est que si on ne peut pas dissocier les deux fonctions, parce qu'un gérant majoritaire d'une selle de pharmacie ou de médecin, lorsqu'il exerce une activité au quotidien, lorsqu'il parle à sa secrétaire, est-ce qu'il est en train d'agir en tant que médecin ou en tant que gérant de la société ? Comment est-ce qu'on peut dissocier l'activité au quotidien ? En fait, c'est impossible. Les deux sont intimement liés. Et c'est quand on n'a pas une double casquette que l'on va retirer au fur et à mesure, que l'on va reprendre. Et donc, normalement, lorsque les fonctions sont indissociables, l'administration nous a quand même précisé que tout devrait être déclaré dans le cadre de l'article 62 avec l'abattement de 10%. Mais est-ce que demain, il y aura des critères qui seront fixés ? Est-ce qu'il y aura des comparatifs qui seront faits de société à société ? Est-ce que la jurisprudence nous donnera des informations supplémentaires ? Mais la jurisprudence n'interviendra pas tout de suite. Donc pendant un certain temps, on va avoir un flou par rapport à ça. Donc je ne pense pas qu'il faille non plus s'affoler sur ce genre de réforme. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on va pas mal travailler courant 2023. Voilà. Alors, vous le savez, pour l'exercice de vos professions, vous aviez le choix entre des sociétés civiles professionnelles, les SCP, qui sont toujours ouvertes aux médecins. Et puis, il y a eu l'innovation des sociétés d'exercice libéral, et qui sont assujetties à l'IS de principe. Pour de multiples raisons, n'est-ce pas, vous avez été conduit à choisir les sociétés d'exercice libéral. Mais il n'est pas sûr que si cette réforme est conduite de façon excessive, que ce soit la bonne structure juridique et que finalement, d'exercer dans une société civile professionnelle assujettie à l'IS lèvera toutes les difficultés. Parce que dans les sociétés civiles professionnelles assujetties à l'IS, le législateur dispose que le professionnel exerce en qualité d'associé son activité dans la société civile à l'IS. Et tous les revenus créés par ce professionnel en qualité d'associé d'une SCP, tous ces revenus sont assujettis à l'IS, sous réserve évidemment des charges de gestion, évidemment. Mais ici, vous n'avez aucune difficulté. Vous aurez le salaire du gérant de la société soumise à l'IS, de la société civile soumise à l'IS, et puis le reste sera taxé, comme nous le faisons à présent, sera taxé dans la catégorie de l'impôt sur les sociétés, des recettes des bénéfices de l'impôt sur les sociétés. Finalement, ce sera beaucoup plus clair d'exercer, si cette réforme a des effets fâcheux,
d'exercer dans le cadre d'une société civile professionnelle assujettie à l'IS, parce qu'il n'y aura aucune difficulté de qualification. Voilà comment la question se présente. Bon bien, soyons attentifs pendant l'année 2023 et il sera pris les décisions qui s'imposeront en considération de la doctrine énoncée par l'administration fiscale. Alors maintenant, si vous voulez, nous allons parcourir quelques décisions à la fois du comité de l'abus de droit et puis du Conseil d'État. Alors, dans la jurisprudence du Conseil d'État, bien, il y a un arrêt très marquant, mais on l'a évoqué hier assez longuement, c'est l'arrêt qui concerne la modification de la répartition de la contribution aux pertes. Vous savez, c'est le 1% qui vous donne droit, enfin qui donne droit, à 99% des pertes. Mais ça peut rendre beaucoup de services. Mais vous le savez, c'est ce que nous avons dit hier, et je me borne à le répéter, que cela vaut aussi, cette solution, cela vaut pour les clauses dites de répartition des bénéfices, pas seulement pour la répartition des pertes, mais l'on peut librement organiser par une stipulation des statuts la répartition des bénéfices d'une société, et cette solution est consacrée par le Conseil d'État. Pour la Cour de cassation, il n'y a jamais eu de problème, mais le Conseil d'État s'aligne en quelque sorte sur les solutions du droit civil et de la Cour de cassation. Alors, nous allons maintenant examiner quelques décisions du comité de l'abus de droit. Alors, vous savez, la question de l'abus de droit est une question délicate parce que, comme toujours, les frontières de l'abus, par rapport à ce qui est permis, comportent une part d'incertitude. Et donc, on est amené à scruter la jurisprudence, à scruter aussi, surtout, le comité de l'abus de droit, les décisions du comité de l'abus de droit qui constituent un premier filtre. Et on peut, en examinant ces décisions, et de la jurisprudence et du comité de l'abus de droit, arriver à savoir à peu près sérieusement ce que l'on peut faire sans risque et aussi quelles sont les frontières dangereuses. Mais attention, il faut faire ce travail-là. Méfiez-vous des professionnels qui ne font pas ce travail-là et qui vous disent « Oh là là, il y a un risque d'abus de droit ». Parce qu'ils ont écouté la TLH ou parce qu'ils ont ouvert la radio. Non, il faut examiner de façon très précise. Et là, les choses sont différentes. Il y a ce qui est permis, assurément, ce qui est douteux, et puis ce qui est interdit. Mais il ne s'agit pas de se refuser à agir au motif qu'il y aurait un risque d'abus de droit. Non, il faut rechercher. Alors, j'ai pris quelques décisions. Alors souvent, d'ailleurs, ce sont des classiques qui reviennent régulièrement, parce que précisément, vous avez des professionnels qui ne travaillent pas la jurisprudence, allais-je dire, du comité de l'abus de droit. Je prends un grand classique. Un grand classique, c'est la location à soi-même d'un immeuble. Alors, nous l'avons déjà un peu évoqué hier. Est-ce que l'on peut mettre sa résidence principale dans une société soumise à l'IS ? Nous avons répondu hier, la solution est très simple, c'est oui, mais il faut stipuler un loyer normal. Voilà. Sinon, c'est un acte anormal de gestion. Oui, mais il n'y a pas que les sociétés soumises à l'IS. Il y a les sociétés soumises à l'IR. Alors, vous connaissez le grand principe qui s'applique dans notre droit fiscal, qui n'a pas toujours existé. Le législateur nous dit dans l'article 15 du Code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
c'est-à-dire nous jouissons par exemple de notre résidence principale, eh bien, il n'y a pas de taxation à raison de la valeur de cette jouissance. Ce qui n'a pas toujours été le cas, vous le savez, avant 1960, vous n'avez pas eu cette préoccupation, mais avant 1960, il y avait un revenu fictif qui était attaché à la jouissance de la résidence principale et que l'on taxait. Et vous le savez, certaines personnes du côté de la gauche de l'Assemblée ont voulu envisager de rétablir, de telle sorte que si vous avez un hôtel particulier, vous apercevez dans quel quartier de Paris, eh bien, on va vous mettre un revenu fictif considérable, ce qui va aggraver l'impôt sur le revenu. Bon, pour l'instant, cette idée n'a pas fait son chemin. Parce que, heureusement, il y a des gens de gauche qui ont des hôtels particuliers dans le centre de Paris. Donc, si vous voulez, la jouissance de la résidence principale, bien, n'est pas la source d'une taxation à l'impôt sur le revenu. Mais certains ont trouvé une solution. Vous achetez une résidence principale, vous empruntez, donc il y a des intérêts, vous faites des travaux. À l'heure actuelle, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de déduction de charges. Ça, c'est un peu un principe de notre droit fiscal. Là où il y a de l'exonération, il n'y a pas de déduction de charges. C'est le cas aujourd'hui. Alors, donc nous avons acheté une résidence principale, nous payons des intérêts, nous faisons des travaux. On ne peut pas les déduire. Quelle est la solution ? La solution, certains ont dit, on va constituer une société civile qui sera propriétaire de cette résidence principale, et puis on va payer un loyer qui sera taxé dans la catégorie des revenus fonciers. Et puis on va déduire de ce loyer les charges. Et comme par hasard, ce n'est pas un bénéfice, c'est un déficit que l'on pourra imputer sur d'autres revenus fonciers que l'on a par ailleurs. Alors, ça, c'est le cas type de la fraude à l'article 15 du Code général des impôts. Et c'est une solution qui remonte à une trentaine d'années. Et vous avez encore des praticiens qui font ça. Ils ne sont pas abonnés aux revues de droit fiscal, apparemment. Alors, c'est une économie pour eux, mais pas pour leurs clients, parce que c'est un abus de droit. Ça, il n'y a aucun doute sur ce point. Dès lors qu'une telle opération dégage un déficit que l'on entend imputer sur d'autres revenus fonciers, l'abus de droit est constitué. Là, une deuxième décision qui a donné lieu du comité de l'abus de droit. Alors, j'hésite à en parler parce que je sais qu'il y aura une intervention sur la tontine. Oui. Mais je vais quand même vous en parler parce que ça intéresse votre profession. Mais je n'épuise pas le sujet de la tontine. Hein. Soyez rassurés. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous connaissez la tontine, alors que l'on peut appliquer à des immeubles, ou à d'autres biens d'ailleurs, ou bien à des parts de sociétés. Alors, l'idée de base, c'est que lorsque l'on achète un immeuble en tontine, on utilise aussi une autre expression que vous rencontrerez, on dit que c'est une clause dite d'accroissement. On peut acheter avec cette clause de tontine un immeuble, ou on peut souscrire des parts de société civile avec une telle clause. Alors l'idée de base est assez simple, c'est que l'on ne sait pas qui est propriétaire. On ne sait pas qui est associé. Celui qui sera propriétaire de la totalité du bien ou celui qui sera propriétaire titulaire de la totalité des parts sociales, c'est celui qui survivra. Voilà. Et celui qui survivra ramasse toute la mise. Voilà, c'est un contrat aléatoire.
Alors, qui présente certains avantages. Si vous achetez des biens en tontine, vos créanciers ne peuvent pas les saisir. Parce qu'on ne sait pas qui sera propriétaire. Tant que l'autre tontinier est vivant, eh bien on ne sait pas qui est propriétaire. Et c'est un moyen d'assurer, je vous le signale, l'insaisissabilité de certains biens. Mais ici, c'était différent. Alors, il s'agissait d'un médecin. Vous verrez que cet élément n'est pas indifférent. D'un médecin marié, séparé de biens, avec une très jeune épouse. Ils achètent ensemble un immeuble. C'est le mari qui finance pour l'essentiel l'acquisition de l'immeuble. Le financement par le conjoint était de nature incorporelle. Voilà, et donc, ils achètent l'immeuble. 3 mois plus tard, le médecin décède. Et l'épouse survivante devient seule propriétaire. Eh bien, il était considéré qu'il y avait ici un abus de droit. Pour quelle raison? C'est que ce médecin était promis à la mort. Il avait constitué cette tontine avec son conjoint parce qu'il savait qu'il était atteint d'une maladie dont l'issue était fatale. Et il le savait parfaitement, il était mieux placé que d'autres, allais-je dire, pour le savoir. Et il avait préparé ainsi la transmission du bien à son conjoint. Et alors, la tontine, en principe, n'est pas considérée comme une donation, à une condition, c'est qu'il existe un aléa, qu'on ne sache pas qui va décéder le premier, et qu'on ne sache pas qui va percevoir l'avantage financier. Il faut qu'il y ait un aléa sur l'issue financière de la tontine. Or ici, c'était le mari qui avait financé l'intégralité du bien, et en plus, il n'y avait aucun aléa sur son espérance de vie. Et donc, l'administration fiscale et le comité de l'abus de droit l'a suivi, a considéré que la tontine dissimulait une donation entre époux. Et donc, il a été appliqué toutes les pénalités attachées à l'abus de droit. Alors, la femme avait répondu, pour se soustraire à ce grief d'abus de droit, la femme avait répondu « Oui, mais de toute façon, mon mari serait mort, et les donations les successions entre époux sont exonérées d'impôts. Donc finalement, l'opération est neutre. La tontine a permis à l'épouse d'obtenir le bien sans charge fiscale, et de toute façon, elle aurait bénéficié de ce bien à raison du décès prévisible du mari. Et donc, l'administration fiscale, disait-elle, n'a rien perdu, puisqu'en toute hypothèse, le bien aurait été transféré de façon exonérée au conjoint. Là, le comité de l'abus de droit, suivant d'ailleurs la jurisprudence du Conseil d'État, a considéré que cet argument n'était pas recevable parce que la manœuvre frauduleuse n'est pas effacée par l'existence possible d'une autre voie de transfert du bien. Voilà. Je voudrais évoquer maintenant, c'est une question qui se pose à vous, je pense, assez souvent, ou qui vous est proposée par Prudentia, à juste titre d'ailleurs, mais qui implique certaines précautions. Il s'agit de ce que l'on appelle l'apport-donation. L'apport-donation, qui est une stratégie tout à fait excellente et pratiquée depuis longtemps,
que l'on utilise surtout pour transmettre aux enfants la résidence principale. Pas seulement la résidence principale, mais notamment la résidence principale. Alors, vous savez, on l'a évoqué d'ailleurs, partiellement, on l'a entendu hier, si les parents donnent leur résidence principale, la nue propriété de leur résidence principale à leurs enfants, eh bien, on applique le barème de l'article 669 du Code général des impôts pour déterminer la valeur de la nue propriété qui est donnée. Et vous le savez, ce barème de l'article 669 surestime la nue propriété et donc alourdit les droits d'enregistrement. Et puis, il y a un deuxième inconvénient, c'est que les parents ne pourront plus disposer librement de cet immeuble sans l'accord des enfants. Alors, le jour de la donation, les enfants diront « Oui, il suffit de nous demander et on vous donnera l'accord. » Bon, enfin, 10 ans après, ça peut être différent. Alors, tout cela dissuade, en quelque sorte, de donner la résidence principale. Ce qui est dommage, parce que plus on donne tard, ou si on attend le décès, bien, plus on est taxé. Donc, comment faire pour donner la résidence principale étant jeune, tout en conservant la libre disponibilité du bien? Eh bien, la solution est la suivante. L'on apporte la nue propriété de la résidence principale. Les parents apportent la nue propriété de la résidence principale à une société civile, et en contrepartie de cet apport de la nue propriété de la résidence principale à la société civile, les parents reçoivent des parts en pleine propriété de cette société civile. Alors, on apporte la nue propriété, mais on apporte la nue propriété pour sa valeur économique. C'est-à-dire, vous savez, c'est la valeur actuelle d'une pleine propriété future au jour où l'usufruit s'éteindra. Et alors, si les parents sont jeunes, vous apercevez, l'usufruit vaut très cher, mais la nue propriété, au contraire, se trouve écrasée. Et nous apportons ainsi une nue propriété pour une valeur qui est souvent très faible, et on est impressionné, à l'issue des calculs d'ailleurs, de s'apercevoir que la nue propriété vaut si peu. Mais enfin, c'est une joie, hein, c'est pas... Et alors... Et puis, pourquoi pratique-t-on cela sur la résidence principale? Parce que l'apport de la nue propriété, en principe, déclenche la taxation des plus-values. Mais comme c'est la résidence principale, l'apport de la nue propriété est exonéré de l'impôt de plus-value. Donc l'opération ne coûte rien. Et puis, cela étant fait, les parents donnent ensuite les parts de cette société civile à leurs enfants. Et quelle est la valeur des parts qu'ils donnent à leurs enfants? C'est la valeur de la nue propriété que nous avons apportée il y a quelques instants à la société civile. Et donc, vous l'apercevez, nous écrasons l'assiette des droits de mutation. Et c'est une solution tout à fait excellente. Alors, à la vérité, les parents, il y a toute une série de petites précautions quand même juridiques à prendre. C'est que les parents se réservent le pouvoir dans la société civile, n'est-ce pas? Ils se réservent le pouvoir dans la société civile en étant des gérants irrévocables, n'est-ce pas? Parce qu'on laisse aux parents à chacun une part, et puis on décide que les gérants ne pourront être révoqués qu'à l'unanimité, de telle sorte que, détenant chacun une part, et ils sont inexpugnables. Et puis, on en fait des gérants plénipotentiaires qui ont tous les pouvoirs. Il n'y a pas de clause limitative des pouvoirs des gérants. Et puis, l'objet statutaire est rédigé de telle sorte que les parents, en qualité de gérants, puissent vendre la nue propriété. Et puis, donc, si les parents veulent quitter la Côte d'Azur pour aller à Dunkerque, eh bien, ils peuvent vendre leur propriété de la Côte d'Azur pour aller s'établir à Calais aussi. Ils vont retrouver les mêmes populations à peu près. Mais ils sont libres. Voilà.
C'est la liberté. C'est une excellente technique qui a été consacrée à de multiples reprises par la Cour de cassation. Pourquoi il n'y a pas de fraude? Il n'y a pas de fraude. Si nous donnions la nue propriété d'un immeuble à nos enfants, on ne peut pas réaliser une donation-partage. Qu'est-ce que l'on ferait? On donnerait de la nue propriété indivise. Une indivision de nue propriété. Ce n'est pas la même chose. Gérer une indivision ou gérer gérer une société. Et précisément, si on interpose une société, c'est pour éviter l'apparition d'une indivision. Donc, si vous voulez, cela procède d'un motif juridique qui est parfaitement irréprochable. La Cour de cassation a même été beaucoup plus loin. Dans un arrêt à Bourdeau, la Cour de cassation a admis que, quand bien même les parents n'auraient qu'un enfant unique, la société serait parfaitement viable, justifiable, parce que les parents, en interposant une société civile, se réservent des pouvoirs qu'ils ne pourraient pas avoir par la stipulation de certaines clauses de la donation. Donc vous l'apercevez, voilà une stratégie. Mais l'administration fiscale, vous le savez, a une idolâtrie pour son barème de l'article 669. Et elle examine toujours ce type de montage avec, il faut bien dire, un mauvais esprit. Il y a assez peu d'hypothèses inverses. Et alors, nous avons un cas qui a été soumis au comité de l'abus de droit, où le comité de l'abus de droit a retenu l'abus de droit. Non pas sur le fondement de la fraude, mais sur le fondement de la fictivité, que je vous disais. Quand vous rencontrez un contrôleur des impôts, administrateur des impôts, le premier mot qu'il vous dit, c'est fictivité. Alors vous lui demandez de vous expliquer ce que c'est, il ne peut pas vous répondre, mais voilà, c'est le mot de passe qui leur permet de dire, de contester, et puis d'ébranler surtout la confiance du contribuable. L'affaire dans laquelle le comité de l'abus de droit a statué, si vous voulez, est une affaire un peu particulière. Bon, il y a des maladresses qu'il ne faut pas commettre quand même. On fait apport à une société de la nue propriété. Bon, c'est une société qui a... Les sociétés doivent suivre certains rites. Il faut des assemblées, n'est-ce pas, chaque année, même si on n'a rien à se dire. Mais il faut chaque année, si vous voulez, réunir une assemblée. Et étant précisément, ayant pratiqué à titre personnel ce type de montage, eh bien, on réunit chaque année une assemblée avec les enfants pour constater que la société nue propriétaire n'a aucune activité, tout est normal, il ne s'est rien passé, et puis voilà. Et tout le monde signe le PV. Et alors l'administration fiscale vous demande de produire les PV d'Assemblée Générale. Mais vous voyez, on s'est réunis. La société vit, en quelque sorte. Eh bien, dans cette affaire, le comité de l'abus de droit, l'administration fiscale, avait demandé aux associés, aux gérants de fournir les PV d'assemblée. Il n'y avait pas eu d'assemblée. Bon, vous allez me dire, la Cour de cassation nous dit, c'est pas parce qu'une société fonctionne mal qu'elle n'existe pas. Mais là, il y avait un élément un peu particulier. C'est que le gérant fonce au tribunal de commerce pour faire, comment dit-on, paraffer le registre des délibérations à une certaine date, et puis ils ont fabriqué des PV d'assemblée, mais dont la
dont la date était antérieure au paraphe des livres du registre des assemblées. Bon, voilà une maladresse qui a évidemment énervé l'administration fiscale, montré, vous voyez, vous avez un comportement qui n'est pas clair. Et puis, alors ce qui est plus gênant, c'est que le comité de l'abus de droit constate dans cette affaire, non seulement évidemment que les assemblées n'ont pas été tenues, comme je vous l'ai dit, mais constate que la société est fictive parce qu'elle n'a pas d'autonomie financière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le comité de l'abus de droit, ce ne sont pas des grands personnages, le comité de l'abus de droit nous dit « Ah ben, la société n'avait pas de compte bancaire. Elle n'avait donc pas d'autonomie financière, elle n'avait pas de compte bancaire. Ben, évidemment, c'est une société nue propriétaire. Pourquoi aller ouvrir un compte bancaire alors que la société n'a aucune dépense à effectuer? Et puis, d'autant plus que dans cette affaire, il y avait une stipulation de l'apport qui prévoyait que les grosses réparations seraient prises en charge par l'usufruitier. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un compte bancaire, puisqu'il n'y avait aucune charge possible qui pouvait peser sur la société nue propriétaire. Eh bien, au nom de cette absence d'autonomie financière, le comité de l'abus de droit a considéré que la société était fictive. Alors, ce n'est qu'une décision du comité de l'abus de droit. Je souhaite très vivement que les contribuables, n'est-ce pas, aient formé un recours devant la juridiction judiciaire. À mon avis, ça ne passera pas devant la Cour de cassation. Mais le fait est qu'en attendant, le brave contribuable, il va payer les 80% de pénalité. Donc, vous l'apercevez, bon, évitons de faire de la provocation, faisons vivre la société, même si c'est une vie, allais-je dire, un peu artificielle, réunissons des assemblées, ouvrons même un compte bancaire, même s'il n'y a rien à circuler sur le compte bancaire, voilà. Et parce que vous montrerez que cette société n'est pas fictive. Mais vous savez, la société, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une technique juridique. Vous connaissez ce que l'on dit. On n'a jamais déjeuné avec une société, mais on l'a souvent vu payer l'addition. Eh bien, ce n'est qu'une technique juridique, n'est-ce pas? C'est une technique d'affectation patrimoniale, pour l'essentiel. Et là, l'affectation patrimoniale est réalisée. Et le seul fait qu'il y ait une affectation patrimoniale, selon nous, écarte le grief de fictivité. Alors, ce propos n'est pas entendu par l'administration fiscale. Ce propos, semble-t-il, n'est même pas entendu par le comité de l'abus de droit. Mais selon nous, par les juges judiciaires, et surtout la Cour de cassation, nous pensons que nous pourrons faire, comment dirais-je, faire annuler cet abus de droit retenu exceptionnellement par le comité de l'abus de droit. Alors je voudrais évoquer maintenant toute une série ici de décisions du comité de l'abus de droit. Très important pour vous. C'est l'utilisation de la réduction de capital comme alternative à la distribution de dividendes. Voilà. Vous avez dégagé des résultats dans votre société, mais vous voulez sortir de l'argent de la société. Il y a deux manières. Il y a la distribution de dividendes ou bien la réduction de capital. Alors, la réduction de capital par ce que l'on appelle le rachat de parts sociales ou d'actions. Voilà. La société décide de réduire son capital et confie au gérant ou au président de racheter tant de parts sociales ou tant d'actions. Et il faut rappeler, c'est très important,
que cette pratique de la distribution de résultats par rachat d'actions, notamment, c'est une pratique, allais-je dire, quotidienne dans les sociétés cotées en bourse. Vous ouvrez, surtout à cette époque où les sociétés annoncent leurs résultats et les distributions aux actionnaires, très souvent, la distribution prend la forme d'un rachat d'actions sur le marché. Alors c'est une pratique, ce qu'on appelle les programmes de rachat, c'est une pratique très ancienne aux USA. Vous avez beaucoup de sociétés aux USA qui ne distribuent pas de dividendes, qui se contentent de racheter des titres sur le marché. C'est une manière de rendre des capitaux aux actionnaires. En France, la pratique est plus récente, mais elle s'est considérablement développée. La quasi-totalité des sociétés cotées du CAC 40, la quasi-totalité a des programmes de rachat de titres. Voilà. Et c'est une manière de, comme on dit, de restituer des capitaux aux actionnaires. Et le Conseil constitutionnel, en 2014, à l'époque, attention, où il était présidé par Jean-Louis Debré, pas par Fabius, par Jean-Louis Debré, le Conseil constitutionnel a décidé que l'on devait offrir aux sociétés non cotées la même possibilité de racheter leur part sociale ou leurs actions sous la seule taxation de l'impôt de plus-value. Parce qu'auparavant, le rachat de part sociale ou d'actions dans les sociétés non cotées était partiellement assujetti à l'imposition des revenus de capitaux mobiliers. Le Conseil constitutionnel a dit non. Il faut assurer une égalité, en quelque sorte. Pour une fois, c'est un mot qui est utile. L'égalité entre les sociétés cotées et les sociétés non cotées, n'est-ce pas, qui doivent pouvoir, de la même manière, racheter leurs actions avec la seule taxation de l'impôt de plus-value. Voilà. Et donc, vous l'apercevez, s'ouvraient des perspectives nouvelles. Pourquoi ? Tout simplement parce que, il est vrai aujourd'hui, l'impôt sur les dividendes, la flat tax c'est 30%, l'impôt de plus-value c'est 30%. Pas dans tous les cas d'ailleurs. Mais l'assiette n'est pas la même. Si vous distribuez 100 000 euros de dividendes, vous serez taxé sur 100 000. Si on procède à une réduction de capital par rachat de 100 000, vous ne serez pas taxé sur 100 000. Vous serez taxé sur 100 000 moins le prix d'acquisition des parts sociales ou des actions. Déjà, rien que cela, si vous voulez, fait que cela réduit l'assiette de l'impôt. Et puis, vous le savez, pour les sociétés dont on a acquis des parts sociales ou des actions avant le 1er janvier 2018, on peut bénéficier d'un abattement sur la plus-value, à raison de la durée de détention. Alors, dans certains cas, évidemment, la réduction de capital par rachat de parts sociales ou d'actions est considérablement plus compétitive que la distribution de dividendes. Alors, on procède à des réductions de capital. Grande nervosité de l'administration fiscale, qui a contesté le recours à des augmentations, à des réductions de capital au motif qu'elles dissimulaient des distributions de dividendes. Alors, il suffit simplement de poser la question comme ça pour s'apercevoir que devant le Conseil d'État, l'administration fiscale sera sûre de perdre, puisque précisément le législateur est intervenu pour autoriser spécialement, comme pour les sociétés cotées, de préférer la réduction de capital à une distribution de dividendes. Et quand on procède à une réduction de capital, on ne trahit pas la volonté du législateur, au contraire, on fait application de la volonté du législateur.
Néanmoins, ça n'a pas découragé l'administration fiscale, et puis ça n'a pas... le comité de l'abus de droit a erré quelque peu. Alors, vous avez 5-6 décisions qui ont été rendues pratiquement le même jour par le comité de l'abus de droit. Alors, il faut toujours se méfier des déclarations de principe, parce qu'il y a des exceptions après. Le comité de l'abus de droit, c'est son habitude, n'est-ce pas? Ça, c'est le style socialo. On vous dit, voilà, vous avez le choix, le libre choix, n'est-ce pas? Le libre choix entre la réduction de capital ou la distribution de dividendes, c'est le choix de la voie fiscale la plus favorable. Et ça, c'est un principe fondamental de notre droit, n'est-ce pas, que l'on salue au passage. Mais, nous dit immédiatement, après, le comité de l'abus de droit, c'est une technique bien connue de ces gens-là, ils nous disent immédiatement, oui, mais si par des manœuvres artificielles que l'on peut constater, on ne sait pas lesquelles, mais que l'on peut constater, eh bien, on pourrait considérer, dans certains cas, que la réduction de capital dissimule une distribution de dividendes. Alors, notamment, le comité de l'abus de droit nous dit, s'il s'agit de réduire le capital d'une société qui a trop de capitaux propres, dans cette hypothèse, la réduction de capital est parfaitement adaptée. Voilà. Si vous démontrez qu'il s'agit de ce que l'on appelle une réduction de capital d'allègement. Alors la société fait un peu d'obésité financière, on la fait maigrir par une réduction de capital. C'est mieux que des dividendes. Là, le comité de l'abus de droit dit OK, pas de problème. Le comité de l'abus de droit a eu à connaître d'une affaire tout à fait excellente. C'était un expert comptable. Un expert comptable qui exerçait en société, et puis il vend son portefeuille de clients, sauf un. Il conserve pour s'amuser pendant sa retraite un client. Et puis il procède à une réduction de capital. Parce que la société a perçu le prix de cession du portefeuille, il procède à une réduction de capital. L'administration fiscale, vous voyez, ils sont perfides, dit voilà, à la vérité, il aurait liquidé sa société, puisqu'il n'a plus d'activité, sauf un client. De toute façon, il aurait liquidé sa société. Et s'il avait liquidé sa société, ce qu'on appelle le boni de liquidation eût été taxé dans la catégorie des dividendes. Or, en procédant à une réduction de capital avant une liquidation très probable, n'est-ce pas, à la vérité, il a commis une fraude. Il a dissimulé une distribution de dividendes derrière, n'est-ce pas, une réduction de capital. Là, le comité de l'abus de droit a écarté la prétention de l'administration fiscale. C'est quand même pas mal. Également, le comité de l'abus de droit a admis qu'une société unipersonnelle pouvait procéder à des réductions de capital. À condition, nous dit le comité de l'abus de droit, de ne pas en faire tous les ans. Voilà, des réductions de capital. Parce que la voie normale, nous dit, je ne sais pas où j'ai retrouvé ça, la voie normale de répartition des bénéfices, ce sont les distributions annuelles de dividendes. La réduction de capital doit être une opération exceptionnelle. Voilà. Bon, je n'ai trouvé dans aucun texte qu'il était interdit de faire des réductions de capital tous les ans. Bon, il a été retenu, l'abus de droit, dans deux cas. L'un où le contribuable avait en quelque sorte un peu été maladroit. Il procède à une réduction de capital et ensuite la société procède à une augmentation de capital du même montant que le capital réduit. Bon. Pourquoi d'ailleurs
ensuite procéder à une augmentation de capital, ça ne servait à rien. Sauf, évidemment, à jouer sur les nerfs de l'administration fiscale. La deuxième affaire où l'abus de droit a été retenu, alors ça c'est beaucoup plus choquant. C'était une société très prospère, voilà, qui procède à une réduction de son capital, et ben oui, et puis les actionnaires s'étaient répartis des capitaux importants. Mais vous savez, ces gens d'administration n'aiment pas ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Même certains ont un projet d'éliminer ceux qui gagnent trop d'argent. Et alors, l'administration fiscale dit ils ont retiré des sommes considérables de la société. C'est vrai. Et sans motif. Mais on n'a pas à justifier des motifs quand on procède à une réduction de capital. La réduction de capital, c'est une opération destinée à équilibrer le montant des capitaux propres par rapport aux besoins de la société sans que l'on ait à justifier. Et puis, il est parfaitement légitime de récupérer les réserves qui se sont accumulées dans la société, il n'y a aucun doute, fussent-elles très importantes, surtout lorsqu'elles sont très importantes. Et alors, cette décision est inquiétante parce que le comité de l'abus de droit nous dit l'abus de droit est constitué parce que les actionnaires n'étaient pas en mesure de justifier, de dire pourquoi ils avaient procédé à l'augmentation de capital. Et cela, effectivement, est tout à fait inquiétant. Mais si l'on fait bien les choses, quand même, si l'on fait bien les choses avec... il ne faut pas hésiter à procéder quand même, je ne veux pas jeter l'inquiétude parmi vous, mais il faut procéder de temps en temps à des réductions de capital, plutôt que des distributions de dividendes.